Bien, je m'appelle Kapel Lievan, je suis le secrétaire exécutif national du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Pour cette opportunité de pouvoir en parler, il faut peut-être rappeler que chaque fin d'année, spécialement au 1er décembre depuis une trentaine d'années, nous commémorons la journée mondiale sida, la journée mondiale sida qui nous permet de rappeler à tout le monde que le sida reste un problème d'actualité. Et donc, à cette occasion, des manifestations sont organisées. Mais pour cette année, on s'était proposé, comme Kinshasa n'est pas le Congo, Kinshasa c'est la capitale, mais ça ne représente pas tout le pays. Et donc, cette fois-ci, comme cela s'est passé l'année passée au Congo central, cette fois-ci, nous avons été à Kolwezi, donc dans le Lualaba, sur proposition de Madame le gouverneur de la province de Lualaba, Madame Tifi. Et nous avons aussi profité de cet événement pour organiser une autre activité très importante en matière de lutte contre le sida. Ça veut dire la conférence nationale de lutte contre le sida. Je dois rappeler que la dernière édition date de 2013, 14 par là. Et donc, je pouvez vous dire qu'entre 2013 et 2022, c'est quasi 8-9 ans qu'on n'a plus eu la réunion de tous les scientifiques, de toutes les femmes, de tous les hommes de ce pays qui luttent contre le sida, de pouvoir parler ensemble pour échanger qu'est-ce qu'on a pu découvrir, qu'est-ce qu'on doit pouvoir adopter comme stratégie. Et donc, nous avons eu l'occasion à Kolwezi d'avoir l'activité Conférence nationale sur le sida qui a réuni quasi toutes les provinces et aussi des invités internationaux. C'était une conférence qui avait un caractère international, donc nous avions des Canadiens, nous avions des Français, nous avons les Suisses qui sont venus. Le thème de l'année, c'était mettre fin au sida d'ici 2020 dans une approche multisectorielle. Donc ça, c'est le thème de la conférence. Donc, mettre fin au sida d'ici 2030 dans une approche multisectorielle pour le développement durable. Ça, c'est le thème autour duquel les conférenciers ont plané pendant 5 jours. Mais la JMS elle-même, c'était main dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections. C'est en fait ça les deux thèmes qui ont été développés. Il faut vous dire que nous avons été satisfaits par rapport à la participation à la conférence. Premièrement, le site, l'endroit où les choses se sont passées dans un premier temps en collaboration avec les universités de Lubumbashi, l'université de Kolwezi, de Maniema et de Kinshasa. Il était question qu'on ait la réunion, ou plutôt la conférence, sur le site de l'université. Mais en dernière minute, grâce à l'intervention de Madame le gouverneur de Lualaba, nous avons pu délocaliser la conférence et c'est passé au site Katebi. Je ne sais pas si vous avez une idée, c'est un endroit paradisiaque, très 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 bien, où tout le monde s'est retrouvé très à l'aise et on a travaillé en toute quiétude, sans être dérangé, on était bien pris en charge. Et autour de cela, évidemment, ce sont les thèmes qui ont été développés pendant les 4-5 jours. Ensuite, le 1er décembre, nous avons eu le lancement de la commémoration de la Journée mondiale sida 2022, qui était lancée par Madame le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en compagnie de Madame le gouverneur de la province de Lualaba. Et je dois vous avouer que ça a été au-delà de nos attentes. On a eu des manifestations de grande envergure. Premièrement, sur le site de la conférence, et ensuite, sur le site de la conférence, il y avait déjà un village sida, comme on le fait habituellement, donc où les personnes pouvaient être sensibilisées et en plus être dépistées. À la suite de ça, on a eu une caravane motorisée qui est partie de Katebi, donc c'est à peu près 30 km, pour rejoindre la ville
de Colosie. Et là, il y avait d'autres expositions, au point qu'on s'est séparés pratiquement autour de 18 heures, rien que pour cette manifestation. Donc une manifestation grandiose. Très grandiose. Je dois vous avouer aussi que nous avons été honorés par la présence de certains gouverneurs qui, en principe, devaient être là pour le Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, sur convocation, évidemment, du chef de l'État. Et je vous assure que les gouverneurs ont participé largement à toutes ces activités, aux conférences, et qui fait que vraiment ça a été une grande manifestation autour de la conférence, autour de la JMS. Une grande manifestation, est-ce que l'objectif a été atteint? Oui, nous pensons que les objectifs ont été atteints parce qu'à l'issue de la conférence, des recommandations ont été faites. Donc, on a eu des panels, comme c'était prévu, donc des débats autour des thèmes spécifiques avec notamment les personnalités dans tel ou tel autre domaine. On a eu des plénières où les scientifiques développaient les grandes théories et suivi des débats. Et on a eu aussi des exposés, disons, des présentations de tous les chercheurs, des chercheurs qui ont fait des travaux originaux sur le sida. Je peux vous donner une illustration, c'est que, vous savez, la plupart du temps, on parle de sida autour de la santé. Mais on a voulu savoir comment les mamans ne veulent pas ou ne vont pas souvent à la consultation prénatale relativement tôt. Et bien, c'est au cours de la conférence que nous avons eu l'occasion de le savoir, que sur le plan de nos us et coutumes, la grossesse est d'abord cachée au début. Et donc, ce qui fait que les femmes ne vont pas à la consultation à ce moment-là. Vous comprenez, s'il n'y avait pas des gens qui ont fait cette science, n'est-ce pas, de connaître la société, on n'allait pas savoir comprendre pourquoi les femmes vont à cette heure à la consultation prénatale et pourquoi on les a de moins en moins dans le dépistage. Partant, notre taux de dépistage de la mère à l'enfant, disons pour la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant est assez. Ça veut dire que vous êtes censé connaître, être informé. Bon, il y a des femmes qui vont à la consultation prénatale, mais en ce qui concerne le dépistage VIH, on doit informer la personne. Ça, c'est obligatoirement, on ne peut pas faire un dépistage d'une femme enceinte sans son avis. Ça, au moins, c'est retenu. Je vous assure, il suffisait de la voir au cours de ces manifestations. Elle était très enthousiaste. Elle a développé le maximum pour que les choses se passent le mieux possible. Parce que, comme je vous disais, c'est avec plaisir qu'elle a pu encaisser le déplacement de nos manifestations au site KTB. C'est bien, c'est un site privé, mais qui offre des conditions agréables de travail. En plus, elle a pris en charge le transport. Donc, vous imaginez, nous sommes pas en principe sur le site de l'université, et là, elle a pu mobiliser des véhicules pour que tout le monde soit transporté jusqu'au dernier. Donc, ça faisait 30 km chaque jour que les gens devaient parcourir en bus. Et en plus, tout le monde était bien nourri. Donc, vous comprenez que nous ne pouvons que dire merci parce que nous pensons qu'elle a pris avec cœur, n'est-ce pas, comme une vraie maman, qui a voulu absolument réussir l'opération dans sa juridiction. Eh bien, je crois qu'il faut savoir que je suis chef d'administration d'abord, technique aussi. Donc, pour cette activité de planification stratégique, nous avons mon adjoint qui en fait est le responsable de l'aspect technique, quoique moi-même j'interviens aussi là-dedans. En fait, par rapport aux stratégies, d'abord il faut remonter sur les problèmes. Quels sont les problèmes qu'on a identifiés? Les problèmes, on les connaît pour le moment dans notre pays. C'est le VIH pédiatrique, n'est-ce pas? Les enfants souffrent des inégalités à tel point qu'ils en meurent sans qu'on s'occupe d'eux. C'est le taux qui continue à augmenter malgré la disponibilité des médicaments et des tests de dépistage, le taux donc de la transmission
du virus de la mère à l'enfant. C'est aussi les inégalités. Vous avez des personnes qui, à cause de la stigmatisation, à cause de la discrimination, qui ne savent pas avoir accès au traitement. Et c'est là, vous savez, ça nous conduit à des situations telles que on a difficile à maîtriser l'épidémie de plus en plus. Depuis qu'il y a eu le Covid en plus, toutes les stratégies de Covid n'étaient pas très favorables à la lutte contre le sida. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de constater malheureusement le retour du sida comme dans les années 1980, donc au début de l'épidémie. Donc il y a vraiment un péril en demeure. Et voilà, comme c'était déjà prévu, n'est-ce pas, on devait analyser ce qui s'est passé et donc on appelait ça la revue du plan stratégique national. Et la revue se poursuit. On a déjà fait la revue, on a déjà arrêté quelques constats. Et donc maintenant, à Matadi, c'est pour produire le premier draft, donc le premier brouillon du plan stratégique national. Donc là, il y a des experts qui font là-dessus. Ce n'est pas nécessaire que personnellement je sois présent, mais je crois que vous êtes au courant, n'est-ce pas, c'est assez inclusif. On est autour d'une cinquantaine de personnes, n'est-ce pas? Je pense que 50 personnes par rapport à ma tête, il y a plus d'intelligence dans ce groupe-là plutôt que dans ma tête. Donc, ça n'a pas perturbé le programme? Pas du tout, ça ne pouvait même pas perturber, d'autant plus que nous sommes en communication tout le temps. Moi, je dois continuer à assurer l'administration du programme. Donc, nous avons mon adjoint qui assure la coordination technique. Et donc, tout doit se passer normal. L'évolution par rapport au traitement, c'est la même évolution au niveau international. Nous sommes à la base, ça veut dire qu'on a pour le moment des médicaments qui permettent à tout le monde de vivre normalement. Toujours les antirétroviraux? Oui, les antirétroviraux. L'avantage aussi de ce qu'on a découvert, c'est que lorsque vous avez deux personnes, des couples discordants, vous vous souviendrez, ça a été l'objet de plusieurs débats il y a quelques années. Avec les couples discordants, maintenant, on peut éviter que la personne infectée puisse contaminer son partenaire. Donc, il suffit que la personne qui a l'infection puisse prendre régulièrement ses médicaments. Le risque de transmission est quasi nul. Et c'est ce qui permet maintenant aux personnes vivant avec le VIH de mettre au monde des enfants qui n'ont pas le VIH. Donc, c'est un grand progrès. Question, mais je dois vous dire que dans ma longue expérience, parce que je dois vous avouer que j'ai commencé à m'occuper du sida à peine que je termine mes études de médecine, donc il y a plus de 40 ans. Et j'ai vu défiler beaucoup de personnes qui venaient avec des médicaments soi-disant qui traitent le sida. Je dois vous avouer qu'à ce jour, je n'en ai pas encore eu un, en dehors des antirétroviraux qui ont créé l'unanimité autour de leur action. Jusqu'à présent, il y en a qui le disent, mais ils doivent accepter ceux qui proposent des médicaments, ils doivent proposer la procédure de validation d'un médicament. On doit s'assurer que ce médicament-là, premièrement, est inoffensif. Deuxièmement, qu'il n'a pas d'effet sur les cellules qui n'ont rien à voir avec ça. Et troisièmement, on doit s'assurer que ce médicament on peut, le reproduire et avoir les mêmes résultats. Donc, qu'est-ce qu'on voit souvent? C'est des personnes qui viennent avec pratiquement des papiers qu'ils ont soigné le sida, mais quand nous essayons de vérifier ce qu'ils font, malheureusement, on n'arrive toujours pas à nous mettre d'accord sur les critères de guérison et de soins des malades qui ont le VIH. Donc, je dois vous avouer que personnellement, je n'y crois pas encore, je n'ai pas encore vu. Moi, je suis tout à fait ouvert. J'en ai reçu même dans mon service ici, mais jusqu'à présent, je n'en ai pas encore vu un seul qui a produit un médicament qu'on peut comparer aux antirétroviraux. Non, je pense que, vous savez, la maladie, c'est une maladie, il n'y a rien à faire. Si vous voulez vérifier si le sida existe, ça c'est des choses
Malheureusement, comme médecin, on ne peut pas, hein, on est tenu à la discrétion, on ne peut pas vous désigner, mais vous avez certainement vu des gens qui ont témoigné, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ont le sida. Alors, dire que nous avons déjà résolu le problème du sida, c'est faux dans notre pays. C'est faux parce que au-delà des chiffres, il y a des hôpitaux où vous allez voir ces malades qui existent et qui évoluent sous traitement. Donc, le sida existe, ce n'est pas une affaire de sous, comme on peut s'imaginer, quoique bon, hein, y en a qui profitent des malheurs des uns, hein, comme on dit, les malheurs des uns font le bonheur des autres, mais nous sommes dans le secteur santé, la santé n'a pas de prix, hein, avoir le sida dans notre pays, ça n'a rien à voir avec les finances qui viennent d'où de part. Mais par contre, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que quelquefois, ce qu'on a noté, c'est que c'est une mauvaise utilisation des ressources qui ont été mises à disposition. Ça, malheureusement, c'est difficile à me prononcer là-dessus pour donner un jugement. Mais lorsque les médicaments, comment on appelle, les ressources sont mises plutôt à l'endroit qu'il faut, on a des résultats spectaculaires. Bon, il y a eu plusieurs recommandations. Premièrement, par rapport à la prise en charge du VIH pédiatrique. Je dois vous avouer que nous avons été à la suite des débats qu'on a eus avec les gouverneurs de province, avec l'Alliance internationale, les gouverneurs de province, en présence du vice-ministre de la Santé, ont signé un engagement pour que la prise en charge du VIH pédiatrique soit une réalité dans toutes les provinces. Et donc là, c'est une recommandation évidemment suivie d'un engagement. Et là, pour ça, nous applaudissons beaucoup les gouverneurs parce que, comme vous avez fait allusion tout à l'heure aux ressources, donc les gouverneurs sont prêts à mettre un mécanisme de mobilisation des ressources locales pour que nos enfants qui ont le VIH soient pris en charge. Deuxièmement, c'est la résolution de s'occuper des femmes enceintes de façon systématique. N'est-ce pas? Ils vont certainement négocier à la limite pour que la consultation prénatale soit gratuite, n'est-ce pas, pour encourager les femmes à se faire notamment dépister pour que nous allions vraiment vers une génération sans le sida, donc les enfants qui seraient nés sans l'infection à VIH. La mobilisation des ressources est un vrai problème et là-dessus, nous avons pris langue avec le secteur privé qui a aussi démontré que si les ressources sont utilisées de façon rationnelle, hein, on arrive à résoudre dans certaines circonstances, dans certaines communautés, n'est-ce pas, le problème de sida comme problème de santé publique. Et donc, c'est possible. Et comme j'ai dit, une des résolutions, c'est que le secteur privé a pris la résolution de nous appuyer en matière de mobilisation des ressources locales. Hein, évidemment, tout cela devra être négocié avec le Parlement, de telle façon qu'on puisse accélérer la lutte contre le sida dans notre pays. Il y a aussi ces groupes de personnes marginalisées, de par leur profession, de par leur façon de voir. Et là, nous avons heureusement le secteur de justice et droits humains qui a déjà pris des engagements, mais qui a renforcé cet engagement pour que soient protégées toutes les personnes pour pouvoir avoir accès à nos services VIH. Et donc, nous comptons évidemment sur cet engagement, cette prise de position, pour que plus personne ne soit laissé pour compte. Et nous espérons ainsi arriver à une génération sans le sida. Alors, la dernière recommandation, c'était la mobilisation de la communauté. Je crois que dans notre pays, nous savons que nous appliquons la politique des soins de santé primaires. La politique des soins de santé primaires demande que la communauté puisse s'impliquer. Et cette fois-ci, la communauté des acteurs ou des activistes dans la lutte contre le sida ont mis en place une fêtière, une seule,
qui s'appelle ANORS, donc qui réunit toutes les organisations de la société civile et qui voudrait vraiment coordonner, qui voudrait gérer, qui voudrait faire en sorte que l'implication de la communauté soit perceptible, hein, et qu'elle puisse être, puisse faire sentir son efficience, n'est-ce pas, par rapport à la lutte contre le sida. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est vraiment insister sur le fait que malheureusement, depuis un temps, il y a résurgence. Donc le sida est en train de refaire surface. La vigilance s'est sensiblement atténuée au point qu'aujourd'hui, on commence à revoir les cas de sida dont le diagnostic est très tardif. Et vous savez très bien que malgré les antirétroviraux, le diagnostic de sida, lorsqu'il est établi, c'est difficile de pouvoir améliorer le taux de vie, disons la qualité de vie des personnes concernées. Et donc, il faut que les gens reviennent, qu'on reparte sur la mobilisation, sur la sensibilisation, pour que le dépistage continue. Le dépistage nous rend responsables de notre avenir. Et donc, si nous pensons avoir une génération sans le sida dans notre pays, on ne peut partir que par là. Voilà, et encourager tous les parents, encourager les enseignants, encourager toutes les personnes, quel que soit le secteur, faire respecter la loi qui a déjà été votée depuis 2008, que partout soient organisées les activités de lutte contre le sida pour aboutir, n'est-ce pas, à une génération sans le sida, peut-être d'ici 2030, mais enfin, la finalité, c'est que le sida ne soit plus problème de santé publique dans notre pays.